amis de l'histoire et du roman historique. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur le XIIIe siècle. Donc on revient au Moyen-Âge. Il y a plein de possibilités sur le Moyen-Âge. Alors je voulais prendre ces deux épisodes sur un angle un tout petit peu différent qu'à l'habitude, sur l'angle des dictionnaires. Vous voyez, donc on va aborder donc, le Moyen-Âge avec des sources un peu différentes. Parce qu'habituellement, on prend, je sais pas, on prend une biographie d'un personnage historique, Churchill ou n'importe quoi, et puis on voit quelles pourraient être les sources pour un roman sur cette période, la période de Churchill. Là, c'est le XIIIe siècle, donc on pourrait prendre un livre sur Saint-Louis, hein, vous voyez. On pourrait prendre un livre sur la féodalité, hein, de Georges Duby. Ça pourrait être des tas de choses. Et souvent dans les dictionnaires, il y a une concentration de thèmes qui peuvent être exploités. Donc on ne fait généralement pas un roman historique avec uniquement un dictionnaire. On utilise plusieurs sources. Hein, le dictionnaire, les biographies, de l'histoire analytique, de l'histoire sur l'évolution du commerce du blé. Enfin, il peut y avoir des tas de possibilités. Et là, j'ai choisi comme source principale donc, le dictionnaire. Vous voyez, sa pochette est là, c'est le dictionnaire de la France médiévale. Hein, donc c'est Jean Favier hein, qui a écrit de très nombreux livres historiques, hein, comme La carte de 100 ans, comme justement Saint-Louis, et puis plein d'autres. Voilà. Donc j'ai pris cette source-là comme source principale. Hein, si on prenait d'autres sujets, je ne sais pas, Napoléon, vous voyez, on a également les histoires dictionnaires du consulat et de l'Empire, hein, comme celui-ci, hein, avec Albert Fierro, André Paluel, etc., Jean Tullard, hein, voilà, donc ce sont des livres souvent d'articles sur des sujets, hein, un petit peu comme une encyclopédie, quoi. Et tous les thèmes sont abordés, les personnages, quelquefois vous avez également la chronologie, hein, ça c'est un livre de chronologie, qui avait été publié, là c'est sur Napoléon, hein. Donc on parle d'une manière de voir l'histoire pour ensuite l'utiliser dans un roman historique. Donc ça c'était Jean Massin, donc c'est ancien, hein, c'est l'almanach du Premier Empire, hein, donc vous avez l'histoire qui se déroule de manière chronologique, hein, c'est date par date, hein, donc en plus là il y a le Thermidor en deux, etc., parce que c'est la période révolutionnaire et donc la période de l'Empire, et vous avez donc le 5 février 1802, qu'est-ce qui se passait, le 6, le 7, le 9, etc. Hein, donc c'est une technique pour donner du relief à un roman historique. Bon, revenons à notre thème du XIIIe siècle. Là, en l'occurrence, j'ai choisi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une source. Ben, bien sûr, il y en a plusieurs lorsqu'on crée un roman historique. Donc, c'est ce fameux dictionnaire ici du monde médiéval, le dictionnaire de la France médiévale. Voilà. Et j'ai choisi un livre très célèbre hein, du XXe siècle, hein, de Jeanne Bourrin, La Chambre des Dames, hein, c'est son premier livre. Hein, voilà, ça c'était en poche, mais ça avait été également édité en gros livre. Ça c'est le deuxième, hein, c'est Le Jeu de la Tentation. Donc c'est bien écrit, c'est sympathique hein, comme livre. Voilà, c'est Le Jeu de la Tentation de Jeanne Bourrin. Voilà. Donc c'est pas celui-là qu'on va utiliser hein, la semaine prochaine, c'est celui-ci. Hein, voilà. Donc il y aura deux épisodes, là, un pour le dictionnaire et un pour le roman. Voilà, voilà. Donc je vais donc, vous lire des passages du dictionnaire hein, par thème. Alors, dans ce livre, hein, La Chambre des Dames, il y a un certain nombre de choses. On parle de troubadours, de trouvères, d'orfèvres, de pelletiers, des gens qui font des fourrures, du roi Saint-Louis, voilà. On parle de pèlerinage, on parle de Rudebeuf, hein, le poète. Donc je vais vous lire l'article sur Rudebeuf, ou une partie, quoi. On parle de ponts, parce que les ponts à l'époque, enfin aujourd'hui aussi, avaient une grande importance, et puis ils étaient rares aussi, hein, puis ils n'étaient pas tout à fait de la même manière, pas faits de la même manière qu'aujourd'hui. On parle de Paris, hein, parce qu'il y a un cadre où se passent les événements. Voilà, hein, donc je vous ai sélectionné ces pages-là. Donc, page 932, les trouvères. Page 932.
932. Donc c'est un beau dictionnaire, hein, il y a des illustrations, enfin c'est bien expliqué. Donc un futur romancier peut faire de jolies choses. Il y a même des pages en couleur. Moi j'aime bien les pages en couleur comme ça dans les livres. Ça coûte des sous, hein, bien sûr, mais ça fait rêver le lecteur, quoi. Hein. Oui, regardez. Donc c'est sympa ça. Hein, donc c'est bien illustré. Donc qu'est-ce que j'avais dit? Page 932. 932. On voit ça à la fin, hein, parce que ça peut faire à peu près un millier de pages. On en a pour son argent. 932. Troubadour, poète lyrique de Languedoc. Hein, les troubadours, c'est la partie sud de la France d'aujourd'hui, hein, où on parlait l'occitan, enfin des dialectes de Languedoc. On compte parmi eux de grands seigneurs comme le duc d'Aquitaine Guillaume IX en 1126, le comte de Provence, le roi d'Aragon Alphonse II en 1196 et le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine Richard Cœur de Lion 1199. Car Richard Cœur de Lion ne parlait absolument pas anglais, hein. Il parlait surtout en Languedoc. Des nobles bien nantis comme le seigneur de Baille Geoffrey Rudel, 1179. Le seigneur Boniface de Castellane, 1265, XIIIe siècle. Et le chanoine Père Cardinal, fils d'un riche chevalier, des hobereaux sans fortune comme Arnaud Daniel et Bertrand de Lamanon, 1270. Des bourgeois aisés comme Père Vidal, dont le père est Pelletier, tiens donc, à Toulouse, ou Folquet de Marseille, dont la famille est connue dans la bourgeoisie marchande, et des jongleurs de modestes origines qui vont de château en château pour gagner leur vie. Comme un Bernard de Ventadour, fils d'un archer et d'une fournière. Certains simples jongleurs se contentent de réciter et chanter des œuvres des autres. D'autres entendent porter leur art à un autre niveau d'originalité. Ils composent. C'est le sens du verbe trouver, trobar en Languedoc, et disent leurs œuvres. Bernard de Ventadour est aussi apprécié pour ses poèmes que pour son interprétation musicale. Il en est qui semblent n'avoir pas fait que composer, comme Arnaud de Mareuil, un notaire du Périgord, qui dispose d'un chanteur provençal nommé Pistoletta pour interpréter ses œuvres. Bernard de Born, qui fait chanter pour lui le jongleur Papiol et quelques autres, ou Guiraud de Borniel, qui conduit de cours en cours deux jongleurs préposés à exécuter de ses œuvres. À l'exécution de ses œuvres, préposés à l'exécution de ses œuvres. Vous voyez, donc il y a des noms, il y a des tendances, il y a des dates. Hein. Donc tout ça a grande valeur pour un romancier. Donc, autre article, c'est le Trouvère, celui de langue d'Oï. Hein, c'est-à-dire les patois d'origine, enfin c'est le vieux français qui donnera par la suite le français. Hein. Voilà. Trouvère, poète souvent itinérant ou attaché à une cour seigneuriale, normalement qualifié de jongleur. Ils apparaissent vers 1160, peut-être à l'imitation de la France du Midi. Hein, c'est pour ça qu'on a vu en premier les troubadours, à l'imitation de la France du Midi, où les troubadours ont acquis une réelle notoriété. La plupart gravitent autour d'une cour princière, comme celle de Marie de Champagne et d'Alix de Blois, fille d'Alénor d'Aquitaine, ou celle d'Isabelle de Vermandois, femme du comte de Flandre Philippe d'Alsace, et plus tard celle du comte de Champagne Thibaut IV, lui-même poète. C'est dire que la terre d'élection des grands trouvères du XIIe et même du XIIIe siècle est la France du Nord et la Champagne. Donc c'est ce qui se passe dans ce livre-là, dans ce roman. Art de cour jusqu'au milieu du XIIIe siècle, la poésie lyrique, l'art du trouvère, de trouver quoi, est ensuite cultivée dans la bourgeoisie des villes, soit par des bourgeois, soit par des clercs. Le Puy et Arras se distinguent alors.
Toutes les couches de la société s'y adonnent, des princes aux artisans et des officiers royaux, Beaumanoir, aux universitaires, Jean de Meug. Il donne à l'art poétique une nouvelle diversité qui alimente souvent à d'autres sources que l'inspiration amoureuse et cherche sa place hors de la courtoisie traditionnelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux comme autre source? Orfèvre, parce qu'on parle d'Orfèvre dans ce livre, donc je suis allé chercher l'article Orfèvre, hein, tout simplement, page 705. 705. Donc, c'est un moyen d'alimenter son imagination avec des données précises, quoi. Hein. 705, j'ai dit. 705. Alors, orfèvrerie. Au Moyen-Âge, l'orfèvrerie paraît surtout liturgique. Peut-être parce que les trésors des églises ont été moins victimes de fonds destinés à financer des entreprises politiques et militaires et à alimenter les ateliers monétaires. En revanche, les thésaurisations dues à l'orfèvrerie liturgique est l'une des causes de la diminution des masses de métal monnayables dont souffre l'économie. Voilà, pour le culte, on utilisait beaucoup de métal précieux et ça avait une incidence sur l'économie, oui, bien sûr. Il faut, par exemple, aller voir le trésor de la ville de Conques dans l'Aveyron. Hein. Vous avez une sculpture recouverte d'or qui est absolument magnifique. Et puis, il faut se dire que cette œuvre-là a 1000 ans. C'est très, très, très étonnant. Voilà, dans l'Aveyron, à Conques. Alors, on trouve dans les trésors des crucifix et des statuettes, des reliques et des monstrances, des calices et des patènes, des crosses et des bâtons de chantre, des croix de procession, des instruments de paix, des fermailles et des plaques de gants, des reliures de Bible et de sacramentaires. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de vocabulaire, par exemple, qui n'est plus d'aujourd'hui. Hein, donc, il faut faire également des recherches dans les dictionnaires, dans les gros dictionnaires, encyclopédies, enfin, dans les encyclopédies aussi, et sur Internet, hein, ma foi. Hein, mais ce qui vous permet de vous mettre à jour au niveau, quand vous voulez écrire un livre, au niveau du vocabulaire, de ce qu'étaient ces œuvres liturgiques. Alors, les pièces sont souvent enrichies au fil des ans, et l'on enchâsse volontiers sur les objets existants les camées antiques et les gemmes offerts par les pèlerins de Marc. Bien qu'amoindri, le trésor de Conques, voilà, je vous en parlais, demeure un exemple de cette richesse et de cette diversité. Les émaux et les ivoires prennent place à côté de ces pièces dont la valeur tient autant à la matière qu'au savoir-faire des artisans. Les émaux limousins en particulier sont déjà célèbres au XIIe siècle. Ils procurent à la fois des pièces liturgiques, notamment des reliquaires, et des images de dévotion. Cette orfèvrerie liturgique, plus faite pour le trésor que pour l'autel, garde jusqu'à l'époque moderne sa place dans la production des orfèvres. Il s'agit le plus souvent de pièces offertes par les grands dans un double souci de piété et de prestige. Avec l'élévation du niveau de vie dans les villes et du faste princier dans les cours, l'orfèvrerie laïque prend de l'importance au XIIIe siècle. Elle comprend des pièces d'ornement, statuettes, nefs, candélabres, la vaisselle d'apparat, coupe, pot, aiguillère, anape et la bijouterie personnelle, couronne ou chapelet de coiffure, collier, bague, boucle de ceinture, valve de miroir. L'or et l'argent que les ordonnances somptuaires, maintes fois répétées, tentent d'interdire aux simples bourgeois, sont enrichis de pierres précieuses, de pierres dures et de cristal de roche, de perles. L'orfèvrerie coûte à son époque, à son apogée touche à son apogée entre le temps de Philippe le Bel et celui de Jean de Berry. Donc c'est plus tard hein, que le XIIIe siècle. C'est le 15e. 14e, 15e quoi. On compte à Paris en 1313, 14e siècle, 164 orfèvres et 26 émailleurs.
Tout au long du XIVe siècle, les orfèvres, principalement parisiens, travaillent pour enrichir les collections des princes Charles V et Jean de Berry, mais aussi Clémence de Hongrie et Jeanne d'Évreux, veuve de Louis X, et de Charles IV, Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe VI, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et à Avignon, un pape comme Clément VI sont parmi les principaux collectionneurs. Les hommes d'affaires et les financiers proches du gouvernement ne sont pas en reste. Voilà, donc ça donne l'article, ça donne un aperçu. Hein. Donc l'article est plus long, enfin bon, allez dans les bibliothèques et lisez ce livre. Il existe, on peut encore le trouver hein, sur internet, c'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs. Voilà, voilà. Ensuite, page 430, Pelletier et fourrure. Hein, page 430, parce qu'on en parle dans ce livre hein, de Jeanne Bourrin. 430. Page 430. 430, 430, 430. Alors c'est fourrure. Les peaux garnies de leurs poils sont très utilisées dans le vêtement, aussi bien par les couches modestes de la population, qui usent des peaux les plus communes comme le lapin, la chèvre et le mouton blanc, que par la clientèle fortunée des pelletiers. Ceux-ci proposent des peaux d'agneau, de loutre, de castor, de renard. Au plus haut niveau, on use de la martre et de la zibeline et du fer. Alors, si vous allez à Conques, dans les parages de Conques, en Aveyron, à Millau ou ailleurs, il y a également des artisans qui travaillent la peau aussi. Hein. Donc, vous pouvez trouver des gants, des tas de choses, des sacs. Donc, c'est un peu leurs ancêtres, c'était ces pelletiers et ces fourreurs du XIIIe siècle. Alors, au plus haut niveau, on use de... Voilà, c'est ça. Les fourrures de luxe viennent presque toutes de Russie et de Scandinavie. L'importation en France se fait surtout par Bruges, mais Paris est un marché de redistribution important. Connu du haut Moyen-Âge, à l'usage de la fourrure se développe à partir du IXe siècle, en particulier sous l'influence du monde musulman. Il atteint son apogée au XIIe et XIIIe siècle. La fourrure est surtout utilisée pour garnir l'intérieur des pelisses, chapes, housses, manteaux, et à partir de 1360, houppelandes, mais aussi pour décorer vers l'extérieur le col et les poignets des robes. On double de peau les gants et les chaussures. On fait des chaperons et des chapeaux avec des peaux de castor, chapeaux de bièvre, ou plus modestement de lapin et de chèvre. L'humus des chanoines est une chape de fourrure et de moindre clair porte sous les ornements une pelisse qui les protège du froid pendant les offices d'hiver. Les robes de hauts officiers et magistrats sont fourrées et décorées de fourrures précieuses. Les manteaux des princes sont fourrés de plusieurs centaines de ventres d'hermine et de verre. Les ornements de cérémonie du pape et du roi comportent parfois 800 ou 1000 ventres ou dos. La robe de velours noir léguée à Jean de Berry au garde de ses collections. Robinet d'Étampes comprend 1500 hermines. Il est évident que l'étroitesse des peaux se reflète autant que leur rareté dans le prix de telles pelleteries. Voilà, donc ça donne une idée, mais je vous dis, l'article est plus long que ça, hein, que ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, page 593, Saint-Louis. Hein. Donc, il y a ici la biographie de Jean Richard, c'est pas de Jean Favien, je me suis trompé, c'est de Jean Richard, enfin bon, il existe plusieurs, bien sûr, biographies. Hein. Donc, je l'ai mis en décor, un peu, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que je disais? Page 593, Saint-Louis. 593. 593.
Saint-Louis, Saint-Louis, Saint-Louis. Je commence où là? Le zèle religieux d'un roi personnellement porté à la piété et à la mortification ne se manifeste pas seulement par ses croisades. Il s'interroge sur la théologie et se fait instruire des controverses du temps. Il fonde des églises, Royaumont, Clarisse de Longchamp et en dot d'autres, Maubuisson, Le Lys, Chalice. Il fait construire la Sainte-Chapelle, merveilleux la Sainte-Chapelle, il faut absolument voir ça, hein. Et offre des vitraux aux cathédrales de Paris, Paris-Chartres, hein, aux cathédrales, Paris-Chartres. Défenseur de la foi, il préconise le bannissement des hérétiques. Mais il ne paraît pas avoir marqué d'approbation personnelle pour le bûcher de l'Inquisition. Il s'est après avoir entendu les rabbins qu'il obtempère à l'ordre du pape en faisant brûler la littérature talmudique. Saint Louis n'en renonce pas pour autant à tenir très étroitement sous son autorité le clergé du royaume, à contraindre les clercs au paiement d'impôts et de taxes, et s'appuyer en revanche sur un clergé soumis pour faire jusqu'à l'élection de pape français particulièrement docile, prendre par des conciles provinciaux des décisions qu'eût sans doute contrarié la papauté. Louis IX, c'est Saint Louis, demeura l'exemple parfait du roi juste. Même si l'épisode du roi rendant la justice sous le chêne de Vincennes n'est que le fait d'une chaude journée d'été. Les contemporains sont sensibles à sa volonté d'assurer à tous une bonne justice et de respecter lui-même les exigences du droit et de l'équité. C'est ainsi qu'il rend à Henri III des terres qu'il pense n'avoir pas à confisquer en vertu du droit féodal, même s'il les a conquises par les armes. Et que, plus modestement, il s'informe pour savoir s'il n'empiète pas sur la justice d'un de ses vaisseaux avant de procéder à une simple opération de police. Il ne faut cependant pas se cacher que cette vertu d'équité est comme la bonne monnaie du roi Saint-Louis lors de la dévaluation du XIVe siècle, délibérément exaltée par les décennies qui suivent la mort du roi, quand tout le baronnage se plaint des progrès de l'autorité royale. Donc bon, ça évoque Saint-Louis. Alors il y a un très long article sur Saint-Louis, je vous en ai cité qu'un tout petit morceau. Voilà. Ensuite, pèlerinage. Très important les pèlerinages au Moyen-Âge. Page 740. 740. Page 740. 740. Pèlerinage. D'accord. Le pèlerinage procède à deux ambitions. Visiter les lieux saints, afin de mieux comprendre la Bible et rompre avec les habitudes et les commodités de la vie quotidienne. Bien que suspecte aux yeux de l'Église, dès le 5e siècle, et parfois condamné comme aberration des gyrovagues, la peregrinatio, comme moyen d'ascèse, est largement pratiquée au VIe siècle par les moines irlandais. Et elle conduit à des fondations monastiques, notamment à l'initiative de saint Colomban et de ses disciples. Elle sera toujours conçue comme une fin en soi par les prédicateurs du XIIe siècle, tels Robert d'Arbrissel. L'évolution du sacrement du pénitent ou la tarification des peines se généralise entre le VIe et le Xe siècle conduit à l'Église à voir dans le voyage une mortification pour la remise des péchés, complètement nécessaire à l'absolution. C'est alors que le pèlerinage lointain prend sa valeur, à côté de pèlerinages locaux de moindre portée rédemptrice. On continue d'aller à Jérusalem malgré la présence de l'islam, les nouveaux maîtres de la ville sainte se montrant tolérants jusqu'au Xe siècle. À partir du IXe siècle, l'habitude se prend aussi du pèlerinage à Rome, en conférant à la papauté un rayonnement accru. La réforme grégorienne en fait au XIe siècle la fortune.
Le pèlerinage à Jérusalem connaît une nouvelle vogue au XIe siècle. Et l'on sait que la difficulté nouvelle liée aux mutations du monde arabo-turc compte pour beaucoup dans le déclenchement de la croisade. Jérusalem reste le pèlerinage par excellence jusqu'à la perte définitive de la ville sainte en 1187. On y verra encore des pèlerins par la suite, mais en moindre nombre. Ils sont encore assez nombreux au XVe siècle pour justifier la création d'itinéraires à l'usage de pèlerins qui s'embarquent généralement à Venise ou à Barcelone. Des franciscains établissent à Jaffa et à Jérusalem, au couvent de Sion, créé en 1335, aident les pèlerins à accomplir les multiples formalités auxquelles les contraignent les autorités locales et leur procurent une aide matérielle et un hébergement à Jaffa, comme à Jérusalem, où l'ancien hôpital Saint-Jean demeure en activité. Fréquenté dès le Xe siècle, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle prend à partir du XIe siècle et surtout au XIIe siècle la première place parmi les pèlerinages autres que locaux. Ceci demeurant une particularité pratique de piété, prétexte à fêtes et souvent à foires marchandes. Les routes de pèlerinage s'organisent avec des étapes à la fois hospitalières, touristiques et spirituelles. On visite les sanctuaires et on vénère au passage les reliques. On rapporte des enseignes. Des guides sont rédigés pour aider les pèlerins. Le plus célèbre, le guide du pèlerin de Saint-Jacques, détaille les itinéraires, souligne les richesses des uns et des autres et met en garde contre les périls rencontrés à chaque étape. À partir de 1300, le pèlerinage de Rome est périodiquement vivifié par l'indulgence du jubilé. Ces années saintes sont l'occasion d'un grand flux de pèlerins et les Français vont même à Rome pendant le grand schisme d'Occident pour le jubilé de 1390, alors que la France adhère pourtant à l'obéissance du pape d'Avignon. D'autres pèlerinages se développent en France même, à Vézelay et sur le tombeau de Sainte Marie-Madeleine au Mont Saint-Michel, sur le lieu de l'apparition de l'archange, à Chartres, où l'on conserve le voile de la Vierge. Il ne faut pas sous-estimer les réticences de l'Église devant le flot de pèlerins incontrôlés. On sait que toutes sortes de gens se mêlent au groupe. S'il y a des voleurs parmi les pèlerins, que certains ne partent que pour des raisons inavouables. Il est des pèlerins qui ne dépassent pas le village voisin, où ils sont en liaison. Saint Boniface, dès le 8e siècle, cherche à empêcher les femmes de partir, craignant de les retrouver dans la prostitution. Les pèlerins sont taxés de paresse. De même, l'Église est-elle réservée devant l'automatisme du rachat procuré par le voyage et devant les pèlerinages répétitifs qui désorganisent la vie sociale et couvrent trop facilement des comportements répressifs. Ainsi, le comte d'Anjou Folc-Nérat, qui, au lieu de cesser de brûler les monastères et de violer les moniales, fait au XIe siècle 4 fois le pèlerinage de Jérusalem pour obtenir son pardon. Pourquoi pas. Voilà, bon, finalement, les articles sont assez longs. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un autre épisode sur le dictionnaire lui-même la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis, le week-end prochain, je vous relirai, je vous ferai des remarques aussi sur les moyens de trouver des sources dans les dictionnaires. Voilà. Ensuite, on verra donc les romances liées au XIIIe siècle. Hein. Là, j'ai pris, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Là, j'ai pris Jeanne Bourrin, je vous le répète, hein, La Chambre des Dames. Et voilà. Hein. À très bientôt.